Bonjour à tous dans la chaîne qui résume les livres et vous fait gagner du temps aujourd'hui, vous parlez d'investir. Ce livre est très important pour les personnes qui veulent investir dans l'avenir. Le livre, Le Guide des beaux guides pour investir, est un ouvrage de référence pour les investisseurs individuels qui cherchent à optimiser leur portefeuille d'investissement en suivant les principes de l'investisseur légendaire John Bolge. Le livre a été écrit par 3 membres éminents de la communauté des beaux guides, Taylor Larimore, Mel Lindagé et Michael Leboeuf. Les beaux guides sont des investisseurs qui suivent la philosophie de John Bolge, le fondateur de la société d'investissement Langard et le créateur du premier fonds indiciel. Le livre explique en détail les principes d'investissement des beaux guides, qui consistent à construire un portefeuille bien diversifié de fonds indiciels à faible coût, à minimiser les impôts et les frais de courtage, et à rester investi à long terme. Le livre fournit également des conseils pratiques sur la façon de mettre en place un plan d'investissement, de choisir les fonds indiciels appropriés et de rééquilibrer son portefeuille. Le livre est accessible aux investisseurs débutants ainsi qu'aux investisseurs plus expérimentés. Il est également écrit dans un style clair et facile à comprendre, avec des exemples concrets pour aider les lecteurs à appliquer les principes d'investissement des beaux guides dans leur propre portefeuille. Le livre « Le Guide des beaux guides pour investir » est composé de 14 chapitres, qui couvrent une variété de sujets liés à l'investissement. Voici les titres des chapitres: La philosophie Boglehead, les fondements de l'investissement, l'histoire des fonds indiciels, comment choisir un courtier en ligne, comment choisir un fonds indiciel, comment construire un portefeuille de fonds indiciels, comment éviter les pièges fiscaux, comment éviter les pièges de l'investissement, comment éviter les pièges de la gestion de portefeuille, comment maximiser les rendements après impôt, comment gérer une distribution de portefeuille, comment gérer les distributions d'un portefeuille à la retraite, comment définir une politique de don de bienfaisance, comment devenir un Boglehead. Les maintenant en va expliquer chaque chapitre. Le chapitre 1 introduit la philosophie d'investissement des beaux guides, qui repose sur 3 principes clés: la simplicité, la diversification et les coûts. Les beaux guides croient que les investisseurs devraient simplifier leur portefeuille en investissant dans un nombre limité de fonds indiciels bien diversifiés, plutôt que de chercher à battre le marché en investissant dans des actions individuelles ou des fonds communs de placement actifs. Souligne également l'importance de minimiser les coûts d'investissement, notamment les frais de gestion des fonds, les commissions de courtage et les impôts. Les beaux guides recommandent d'investir dans des fonds indiciels à faible coût, qui ont des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement actifs, et de minimiser les impôts en gardant les transactions dans le portefeuille à un minimum. Explique également le concept de l'avantage des coûts, qui fait référence à la différence de performance entre un fonds à faible coût et un fonds à coût élevé. Les beaux guides croient que les investisseurs devraient chercher à maximiser l'avantage des coûts en investissant dans des fonds à faible coût pour maximiser leur rendement à long terme. Chapitre souligne l'importance de rester investi à long terme et de ne pas essayer de chronométrer le marché ou de suivre les tendances. Les beaux guides croient que les investisseurs devraient adopter une approche d'investissement à long terme et rester investis, même en période de volatilité du marché, pour maximiser les rendements à long terme. Le chapitre 1 introduit la philosophie d'investissement des beaux guides, qui repose sur la simplicité, la diversification, les coûts et l'investissement à long terme. Cette philosophie est la base sur laquelle le reste du livre est construit et fournit des principes solides pour les investisseurs individuels qui cherchent à optimiser leur portefeuille d'investissement. Le chapitre 2 explore les concepts fondamentaux de l'investissement, tels que la rentabilité, le risque, la volatilité et le rendement. Les auteurs expliquent que la rentabilité d'un investissement est le gain ou la perte que l'investisseur réalise sur son investissement, tandis que le risque fait référence à la possibilité de perdre de l'argent sur un investissement. La volatilité, quant à elle, décrit l'amplitude des fluctuations des prix d'un investissement. Aborde également la question de l'horizon de placement, qui fait référence à la durée pendant laquelle un investisseur est prêt à conserver un investissement. Les auteurs soulignent l'importance de définir un horizon de placement réaliste et d'adapter la composition de son portefeuille en conséquence. Expliquent également les différentes catégories d'actifs, telles que les actions, les obligations et les liquidités, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque catégorie. Les auteurs soulignent l'importance de la diversification,
qui consiste à répartir son argent entre différentes catégories d'actifs pour réduire le risque global de son portefeuille. Le chapitre explique comment évaluer la performance de son portefeuille d'investissement et fournit des conseils pour interpréter les résultats. Les auteurs soulignent l'importance de suivre les performances à long terme plutôt qu'à court terme et d'utiliser des benchmarks appropriés pour évaluer la performance. Le chapitre 2 fournit une base solide pour comprendre les concepts fondamentaux de l'investissement et explique comment les investisseurs peuvent utiliser ces concepts pour construire un portefeuille bien diversifié et adapté à leur horizon de placement et à leurs objectifs financiers. Le chapitre 3 traite des fonds communs de placement, qui sont des instruments d'investissement collectif dans lesquels les investisseurs achètent des actions dans un portefeuille diversifié de titres. Les auteurs expliquent les avantages et les inconvénients de l'investissement dans des fonds communs de placement, ainsi que les différents types de fonds communs de placement disponibles. Tout d'abord, les auteurs expliquent que les fonds communs de placement offrent plusieurs avantages aux investisseurs. Tout d'abord, ils permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans avoir à acheter individuellement chaque titre. En outre, ils sont gérés par des professionnels qui sont responsables de la gestion du portefeuille, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs qui n'ont pas l'expertise ou le temps nécessaire pour gérer leur propre portefeuille. Enfin, les fonds communs de placement sont liquides, ce qui signifie que les investisseurs peuvent facilement acheter et vendre des parts en fonction de leurs besoins de liquidité. Cependant, les fonds communs de placement présentent également des inconvénients. Tout d'abord, ILS sont souvent assortis de frais élevés, tels que les frais de gestion, les frais d'achat et les frais de vente. Ces frais peuvent réduire les rendements des investisseurs et doivent donc être pris en compte lors de la sélection d'un fonds commun de placement. En outre, les fonds communs de placement peuvent être soumis à des restrictions de négociation, ce qui peut limiter la capacité des investisseurs à acheter ou vendre des parts en fonction de leur convenance. En ce qui concerne les différents types de fonds communs de placement, les auteurs discutent des fonds à capitalisation, des fonds de croissance, des fonds de valeur et des fonds sectoriels. Les fonds à capitalisation sont des fonds qui investissent dans des sociétés en fonction de leur taille de marché, tandis que les fonds de croissance investissent dans des entreprises qui ont un potentiel de croissance élevé. Les fonds de valeur, quant à eux, cherchent à investir dans des entreprises sous-évaluées par le marché. Enfin, les fonds sectoriels investissent dans des secteurs spécifiques de l'économie, tels que les technologies de l'information ou les soins de santé dans l'ensemble. Le chapitre 3 fournit une introduction complète aux fonds communs de placement, ce qui est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à construire un portefeuille bien diversifié. Les auteurs soulignent l'importance de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type de fonds commun de placement, ainsi que les coûts associés à leur utilisation, afin de prendre des décisions d'investissement éclairées. Le chapitre 4 traite des ETF, Exchange Traded Funds, qui sont des fonds d'investissement négociés en bourse. Les auteurs expliquent comment les ETF sont similaires aux fonds communs de placement, mais présentent également certaines différences clés. Tout d'abord, les ETF sont similaires aux fonds communs de placement en ce qu'ils permettent aux investisseurs de détenir un portefeuille diversifié de titres avec une seule transaction. Cependant, contrairement aux fonds communs de placement, les ETF sont négociés en bourse et leur prix varie tout au long de la journée en fonction de l'offre et de la demande. Les auteurs expliquent également que les ETF présentent plusieurs avantages pour les investisseurs. Tout d'abord, ils sont souvent assortis de frais plus bas que les fonds communs de placement, ce qui peut augmenter les rendements pour les investisseurs. En outre, les ETF offrent souvent plus de flexibilité en matière de négociation, car ils peuvent être achetés ou vendus tout au long de la journée en fonction des besoins de l'investisseur. Les ETF peuvent également offrir une plus grande diversification, car il existe des ETF qui suivent des indices de marché large ou spécialisés. Cependant, les ETF présentent également certains inconvénients, tels que la nécessité de payer des commissions de courtage pour chaque transaction. Les auteurs soulignent également que les ETF peuvent être plus complexes que les fonds communs de placement, en particulier ceux qui suivent des indices spécialisés ou utilisent des techniques de gestion plus avancées. Les auteurs expliquent également les différents types d'ETF disponibles, tels que les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique.
Les ETF à réplication physique détiennent réellement les titres sous-jacents dans le portefeuille, tandis que les ETF à réplication synthétique utilisent des contrats dérivés pour imiter les performances de l'indice sous-jacent. Les auteurs soulignent que les ETF à réplication synthétique peuvent présenter des risques supplémentaires pour les investisseurs en raison de la contrepartie impliquée dans les contrats dérivés. Le chapitre 4 fournit une introduction complète aux ETF, qui sont devenus de plus en plus populaires auprès des investisseurs ces dernières années. Les auteurs expliquent les avantages et les inconvénients des ETF par rapport aux fonds communs de placement, ainsi que les différents types d'ETF disponibles. Les investisseurs doivent prendre en compte ces facteurs lors de la décision de l'utilisation d'un ETF pour construire un portefeuille diversifié. Le chapitre 5 porte sur l'importance de la diversification dans l'investissement. Les auteurs expliquent que la diversification est un moyen de réduire les risques en investissant dans différents types d'actifs plutôt que de se concentrer sur un seul. La diversification permet de répartir le risque sur un grand nombre d'actifs, réduisant ainsi l'impact des pertes potentielles sur le portefeuille global. Les auteurs expliquent également que la diversification peut être atteinte de différentes manières. Par exemple, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille en investissant dans différents secteurs de l'économie, tels que les technologies, les soins de santé et l'énergie. De même, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille en investissant dans différents types d'actifs, tels que les actions, les obligations et les matières premières. Les auteurs soulignent également que la diversification est essentielle pour les investisseurs qui cherchent à réduire les risques et à maximiser les rendements. Les investisseurs doivent s'assurer que leur portefeuille est suffisamment diversifié pour réduire les risques liés à un seul type d'actif ou à un secteur particulier de l'économie. Les auteurs expliquent également comment les fonds indiciels peuvent aider les investisseurs à atteindre une diversification efficace. Les fonds indiciels suivent un indice de marché particulier, tel que le S&P 500, qui peut couvrir un large éventail de secteurs de l'économie. En investissant dans un fonds indiciel, les investisseurs peuvent bénéficier d'une exposition diversifiée à l'ensemble du marché. Le chapitre 5 souligne l'importance de la diversification dans l'investissement et explique comment les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille de différentes manières. Les auteurs soulignent également que les fonds indiciels peuvent être un moyen efficace d'atteindre une diversification efficace et de réduire les risques liés à la concentration dans un seul type d'actif ou de secteur de l'économie. Le chapitre 6 traite de l'importance de la sélection de l'allocation d'actifs pour les investisseurs. L'allocation d'actifs est la répartition des investissements entre différents types d'actifs tels que les actions, les obligations et les matières premières. Les auteurs expliquent que l'allocation d'actifs est un élément clé de la stratégie d'investissement d'un investisseur et qu'elle peut avoir un impact significatif sur le rendement du portefeuille. Dans ce chapitre, les auteurs fournissent une explication détaillée sur la manière dont les investisseurs peuvent déterminer leur allocation d'actifs idéale en fonction de leur profil de risque et de leurs objectifs d'investissement. Les investisseurs doivent tenir compte de leur horizon de placement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins financiers futurs lorsqu'ils déterminent leur allocation d'actifs. Explique également que les investisseurs doivent revoir régulièrement leur allocation d'actifs pour s'assurer qu'elle reste en ligne avec leurs objectifs d'investissement. Si la situation financière ou personnelle d'un investisseur change, il peut être nécessaire d'ajuster l'allocation d'actifs. En conséquence, les auteurs soulignent l'importance de diversifier l'allocation d'actifs. Les investisseurs doivent éviter de concentrer leurs investissements dans un seul type d'actifs ou de secteur de l'économie. Les fonds indiciels sont également présentés comme une option efficace pour diversifier l'allocation d'actifs, car ils offrent une exposition à l'ensemble du marché. Le chapitre 6 du livre « Le guide des Bogleheads pour investir » souligne l'importance de la sélection de l'allocation d'actifs pour les investisseurs. Les auteurs expliquent comment les investisseurs peuvent déterminer leur allocation d'actifs idéale en fonction de leur profil de risque et de leurs objectifs d'investissement. Ils soulignent également l'importance de diversifier l'allocation d'actifs pour éviter la concentration de risques et d'utiliser les fonds indiciels comme moyen efficace pour diversifier l'allocation d'actifs. Le chapitre 7 du livre « Le guide des Bogleheads pour investir » est consacré à l'investissement en actions.
Les auteurs expliquent que les actions sont un élément clé d'un portefeuille bien diversifié, car elles ont historiquement offert un rendement supérieur à celui des obligations à long terme. Le chapitre commence par une explication détaillée des différents types d'actions disponibles, telles que les actions à grande capitalisation, les actions à moyenne capitalisation, les actions à petite capitalisation et les actions internationales. Les auteurs fournissent des informations sur les caractéristiques de chaque type d'action et expliquent les avantages et les inconvénients de l'inclusion de chacun dans un portefeuille. Les auteurs soulignent également l'importance de la diversification lors de l'investissement en actions. Les investisseurs doivent éviter de se concentrer sur un seul secteur ou une seule entreprise et diversifier leur portefeuille pour réduire leur exposition aux risques spécifiques à l'entreprise. Le chapitre se poursuit en abordant la question des fonds indiciels d'actions. Les auteurs expliquent que les fonds indiciels sont un moyen efficace pour les investisseurs de bénéficier d'une exposition diversifiée aux actions. Les fonds indiciels suivent généralement un indice de référence tel que l'indice S&P 500 et offrent une exposition à l'ensemble du marché boursier. Les auteurs fournissent également des informations sur les ratios clés à considérer lors de l'évaluation d'un fonds indiciel, tels que les frais de gestion, le ratio de dépenses et le rendement. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent rechercher des fonds indiciels avec des frais de gestion bas et un ratio de dépenses faible pour maximiser leur rendement. Le chapitre 7 souligne l'importance de l'investissement en actions pour un portefeuille bien diversifié. Les auteurs expliquent les différents types d'actions disponibles et soulignent l'importance de la diversification pour réduire les risques. Les fonds indiciels sont également présentés comme un moyen efficace pour les investisseurs de bénéficier d'une exposition diversifiée aux actions. Les auteurs fournissent des informations sur les ratios clés à considérer lors de l'évaluation d'un fonds indiciel et soulignent l'importance de rechercher des fonds avec des frais de gestion bas et un ratio de dépenses faible. Le chapitre 8 est consacré aux obligations. Les auteurs expliquent que les obligations sont un élément important d'un portefeuille diversifié, car elles offrent une source de revenus régulière et peuvent aider à réduire la volatilité du portefeuille. Le chapitre commence par une explication détaillée des différents types d'obligations disponibles, telles que les obligations d'État, les obligations d'entreprise, les obligations municipales et les obligations internationales. Les auteurs fournissent des informations sur les caractéristiques de chaque type d'obligation et expliquent les avantages et les inconvénients de l'inclusion de chacun dans un portefeuille. Les auteurs soulignent également l'importance de la durée et du risque de crédit lors de l'investissement en obligations. La durée fait référence à la période pendant laquelle l'investisseur prête de l'argent à l'emprunteur et le risque de crédit fait référence à la probabilité que l'emprunteur ne soit pas en mesure de rembourser le prêt. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils évaluent les différentes options d'obligations disponibles. Le chapitre se poursuit en abordant la question des fonds indiciels d'obligations. Les auteurs expliquent que les fonds indiciels d'obligations sont un moyen efficace pour les investisseurs de bénéficier d'une exposition diversifiée aux obligations. Les fonds indiciels suivent généralement un indice de référence tel que l'indice Bloomberg Barclay US Aggregate Bond Index et offrent une exposition à l'ensemble du marché obligataire. Les auteurs fournissent également des informations sur les ratios clés à considérer lors de l'évaluation d'un fonds indiciel d'obligations, tels que les frais de gestion, le ratio de dépenses et le rendement. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent rechercher des fonds indiciels avec des frais de gestion bas et un ratio de dépenses faible pour maximiser leur rendement. En résumé, le chapitre 8 du livre souligne l'importance de l'investissement en obligations pour un portefeuille bien diversifié. Les auteurs expliquent les différents types d'obligations disponibles et soulignent l'importance de la durée et du risque de crédit lors de l'évaluation des options d'obligations. Les fonds indiciels d'obligations sont également présentés comme un moyen efficace pour les investisseurs de bénéficier d'une exposition diversifiée aux obligations. Les auteurs fournissent des informations sur les ratios clés à considérer lors de l'évaluation d'un fonds indiciel et soulignent l'importance de rechercher des fonds avec des frais de gestion bas et un ratio de dépenses faible. Le chapitre 9 consacré aux actions internationales. Les auteurs expliquent que l'investissement en actions internationales est un élément important d'un portefeuille diversifié,
car cela permet aux investisseurs de bénéficier de la croissance économique dans les pays émergents et de réduire leur risque de change. Le chapitre commence par une explication détaillée des différentes options disponibles pour l'investissement en actions internationales, telles que les fonds indiciels, les fonds négociés en bourse, FNB, et les fonds communs de placement. Les auteurs fournissent des informations sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces options et expliquent comment les investisseurs peuvent choisir la meilleure option pour leur portefeuille. Les auteurs soulignent également l'importance de la diversification géographique lors de l'investissement en actions internationales. Ils expliquent que les investisseurs devraient considérer des options telles que les fonds indiciels internationaux, les fonds indiciels émergents et les fonds indiciels régionaux pour maximiser leur diversification géographique. Le chapitre se poursuit en abordant la question des coûts liés à l'investissement en actions internationales. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent tenir compte des frais de gestion, des ratios de dépenses et des coûts de transaction lorsqu'ils évaluent les différentes options disponibles. Les auteurs soulignent également l'importance de l'évaluation du risque de change lors de l'investissement en actions internationales. Ils expliquent que les investisseurs peuvent minimiser leur risque de change en utilisant des options telles que les fonds indiciels couverts contre le risque de change ou en diversifiant leur portefeuille avec des options telles que les obligations internationales. Le chapitre 9 du livre souligne l'importance de l'investissement en actions internationales pour un portefeuille bien diversifié. Les auteurs expliquent les différentes options disponibles pour l'investissement en actions internationales et fournissent des informations sur l'importance de la diversification géographique. Les auteurs soulignent également l'importance de l'évaluation des coûts et du risque de change lors de l'investissement en actions internationales. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils évaluent les différentes options disponibles pour maximiser leur rendement et minimiser leur risque. Le chapitre 10 est consacré aux obligations. Les auteurs expliquent que les obligations sont un élément important d'un portefeuille bien diversifié car elles offrent des rendements stables et peuvent aider à réduire le risque de volatilité des actions. Le chapitre commence par une introduction aux obligations et explique les différentes options disponibles pour les investisseurs, notamment les obligations d'État, les obligations municipales et les obligations d'entreprise. Les auteurs fournissent également des informations sur les différents types d'obligations, telles que les obligations à taux fixe et les obligations à taux variable. Les auteurs soulignent également l'importance de l'évaluation des risques lors de l'investissement en obligations. Ils expliquent que les investisseurs doivent tenir compte de facteurs tels que la qualité du crédit, le rendement et la durée de l'obligation lorsqu'ils évaluent les différentes options disponibles. Le chapitre se poursuit en abordant la question des coûts liés à l'investissement en obligations. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent tenir compte des frais de gestion, des ratios de dépenses et des coûts de transaction lorsqu'ils évaluent les différentes options disponibles. Les auteurs fournissent également des informations sur l'importance de la diversification lors de l'investissement en obligations. Ils expliquent que les investisseurs doivent diversifier leur portefeuille en investissant dans des obligations d'État, des obligations municipales et des obligations d'entreprise pour minimiser leur risque de crédit. Le chapitre se termine en abordant la question de l'évaluation de la performance des obligations. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent évaluer la performance des obligations en fonction de leur objectif d'investissement et de leur tolérance au risque. En résumé, le chapitre 10 du livre explique l'importance de l'investissement en obligations pour un portefeuille bien diversifié. Les auteurs fournissent des informations sur les différentes options disponibles pour l'investissement en obligations, ainsi que sur l'évaluation des risques et des coûts liés à l'investissement en obligations. Les auteurs soulignent également l'importance de la diversification lors de l'investissement en obligations et expliquent comment les investisseurs peuvent évaluer la performance de leurs investissements en obligations. Le chapitre 11 traite de la diversification géographique et de l'investissement international. Les auteurs expliquent que la diversification géographique est un élément important pour minimiser le risque d'un portefeuille et pour améliorer ses performances à long terme. Le chapitre commence par expliquer les avantages et les risques de l'investissement international. Les auteurs soulignent que l'investissement international peut offrir une diversification supplémentaire et des opportunités de rendement plus élevées,
mais peut également être sujet à des risques tels que le risque de change et le risque politique. Les auteurs fournissent ensuite des informations sur les différentes options disponibles pour l'investissement international, tels que les fonds indiciels internationaux, les fonds négociés en bourse, ETF, et les fonds communs de placement internationaux. Ils expliquent également les différences entre les différentes zones géographiques telles que les marchés développés et émergents. Les auteurs soulignent l'importance de la diversification géographique en investissant dans plusieurs zones géographiques pour minimiser le risque de concentration dans un seul pays ou une seule région. Ils fournissent des exemples de la manière dont la diversification géographique a aidé les investisseurs à réduire leurs risques de portefeuille et à améliorer leur performance à long terme. Le chapitre se termine en abordant la question de l'évaluation de la performance des investissements internationaux. Les auteurs expliquent que les investisseurs doivent évaluer la performance de leurs investissements internationaux en fonction de leur objectif d'investissement et de leur tolérance au risque. En résumé, le chapitre 11 explique l'importance de la diversification géographique et de l'investissement international pour minimiser le risque d'un portefeuille et améliorer ses performances à long terme. Les auteurs fournissent des informations sur les différentes options disponibles pour l'investissement international et expliquent l'importance de la diversification géographique. Les auteurs soulignent également l'importance d'évaluer la performance des investissements internationaux en fonction de l'objectif d'investissement et de la tolérance au risque de l'investisseur. Le chapitre 12 du livre traite de la répartition de l'actif, qui consiste à déterminer la répartition appropriée de vos investissements entre les différentes classes d'actifs, actions, obligations, liquidités, etc., en fonction de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Le chapitre commence par expliquer les différentes classes d'actifs et les avantages et les risques associés à chacune d'entre elles. Les auteurs soulignent que les actions ont historiquement offert un rendement plus élevé, mais avec un risque plus élevé, tandis que les obligations ont offert un rendement inférieur, mais avec un risque plus faible. Ils expliquent également que la détention de liquidités peut être utile pour couvrir les dépenses courantes et pour faire face aux situations imprévues. Les auteurs expliquent ensuite comment déterminer la répartition d'actifs appropriée pour votre portefeuille en utilisant des outils tels que l'allocation d'actifs stratégiques et la répartition d'actifs tactiques. Ils expliquent également comment rééquilibrer régulièrement votre portefeuille pour maintenir la répartition d'actifs appropriée. Le chapitre se termine par une discussion sur la façon de mettre en œuvre votre plan de répartition d'actifs en choisissant les fonds indiciels ou les ETF appropriés pour chaque classe d'actifs. Les auteurs soulignent l'importance de minimiser les frais de gestion et de choisir des fonds avec des frais bas et une bonne performance passée. En résumé, le chapitre 12 du livre explique l'importance de déterminer la répartition appropriée des actifs pour votre portefeuille en fonction de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Les auteurs fournissent des informations sur les différentes classes d'actifs et les avantages et les risques associés à chacune d'entre elles. Les auteurs expliquent également comment déterminer la répartition d'actifs appropriée pour votre portefeuille et comment mettre en œuvre votre plan en choisissant les fonds indiciels ou les ETF appropriés pour chaque classe d'actifs. Le chapitre 13 traite de la fiscalité et de la planification fiscale, qui sont des aspects importants de l'investissement et qui peuvent avoir un impact significatif sur le rendement de votre portefeuille. Les auteurs commencent par expliquer les différents types de comptes d'investissement, tels que les comptes de courtage ordinaire, les comptes de retraite individuelle, IRA, les comptes 401(k) et les comptes 529 pour l'éducation. Ils expliquent également les avantages fiscaux de chaque type de compte et comment ces avantages peuvent être utilisés pour maximiser le rendement de votre portefeuille. Les auteurs expliquent ensuite les différents types de revenus de placement, tels que les dividendes, les intérêts et les gains en capital, et comment chacun est traité fiscalement. Ils expliquent également comment les pertes de placement peuvent être utilisées pour réduire l'impôt sur les gains en capital. L'auteur aborde également des sujets tels que les stratégies de report de revenus, les stratégies de report de gains en capital et la planification successorale.
Ils expliquent comment ces stratégies peuvent être utilisées pour minimiser l'impôt et maximiser la croissance de votre portefeuille. Le chapitre se termine par une discussion sur la façon de trouver un conseiller financier qualifié qui peut vous aider à planifier votre stratégie fiscale et à prendre des décisions d'investissement éclairées. Du livre explique l'importance de la fiscalité et de la planification fiscale dans l'investissement et comment maximiser le rendement de votre portefeuille. En utilisant des comptes d'investissement fiscalement avantageux, en comprenant les différents types de revenus de placement et en utilisant des stratégies fiscales avancées. Les auteurs soulignent également l'importance de travailler avec un conseiller financier qualifié pour vous aider à planifier votre stratégie fiscale et à prendre des décisions d'investissement éclairées. Le chapitre 14 est consacré aux questions courantes que les investisseurs pourraient se poser, ainsi qu'à des sujets connexes qui n'ont pas été abordés dans les chapitres précédents. Les auteurs répondent à ces questions en se basant sur leur propre expérience en matière d'investissement et en s'appuyant sur les principes Boged. Le chapitre commence par aborder la question de savoir si les investisseurs devraient investir dans des actions étrangères. Les auteurs expliquent les avantages et les inconvénients de l'investissement dans des actions étrangères et recommandent une allocation internationale comprise entre 20% et 40% du portefeuille. Ensuite, les auteurs abordent la question de savoir si les investisseurs devraient investir dans des obligations à haut rendement. Ils expliquent les risques associés à ce type d'obligations et recommandent aux investisseurs de ne pas y investir plus de 5% de leur portefeuille. Le chapitre se poursuit en abordant des sujets tels que l'investissement dans des fonds indiciels de petite capitalisation, l'utilisation de la règle des 4% pour déterminer le montant que les investisseurs peuvent retirer de leur portefeuille chaque année, l'impact des dividendes sur le rendement d'un portefeuille et la façon de gérer les investissements en période de turbulence sur les marchés financiers. Les auteurs abordent également des sujets plus généraux, tels que la façon de choisir un conseiller financier qualifié, la façon de gérer les dettes et les prêts, la façon de réduire les frais d'investissement et la façon de gérer les investissements de bienfaisance. Le chapitre se termine par un résumé des principes clés du livre et une liste de recommandations pour les investisseurs qui souhaitent suivre la voie des Boged. Le chapitre 14 du livre aborde des questions courantes que les investisseurs pourraient se poser, ainsi que des sujets connexes qui n'ont pas été abordés dans les chapitres précédents. Les auteurs répondent à ces questions en se basant sur leur propre expérience en matière d'investissement et en s'appuyant sur les principes Boged. Le chapitre se termine par un résumé des principes clés du livre et une liste de recommandations pour les investisseurs qui souhaitent suivre la voie des Boged. Le guide des Boged pour investir est un livre qui présente les principes de l'investissement passif et long terme, en s'appuyant sur la philosophie de John C. Bolge, fondateur de Vanguard. Le livre est écrit par Taylor Larimore, Mel Lindagé et Michael Leboeuf, tous membres de la communauté des Boged. Le livre se compose de 14 chapitres qui couvrent différents aspects de l'investissement, tels que la diversification, la gestion des risques, la construction d'un portefeuille, les impôts, la planification de la retraite et la gestion des émotions. Les auteurs insistent sur l'importance de minimiser les coûts et de ne pas essayer de battre le marché, mais plutôt de suivre la tendance à long terme en utilisant des fonds indiciels à faible coût. Le livre est facile à lire et à comprendre, et les principes et les stratégies présentées peuvent être appliqués par les investisseurs débutants ainsi que les investisseurs plus expérimentés. En tirant profit de ce livre, les lecteurs peuvent apprendre à investir de manière responsable, à éviter les erreurs courantes et à maximiser leur rendement à long terme. Les principes présentés dans le livre sont simples, solides et ont été testés au fil du temps, ce qui en fait un guide fiable et efficace pour les investisseurs souhaitant atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous avons fini de résumer ce livre. Abonnez-vous dès maintenant et suivez mes résumés de livres passionnants. À bientôt.